Bienvenue chez Freddy. Vous les avez déjà rencontrés? Quoi, qui ça? Foxy, Bonnie, Chica et Freddy. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare. Au menu aujourd'hui de la merde. Mathieu, tu arrêtes C'est son moment. Stop. Tu l'avais dans ma tête depuis longtemps, ça se voit. Vas-y, tu sais quoi, tu passeras dernier et je te couperai au montage. Je m'en bats les couilles. Au menu aujourd'hui, encore de l'actu. C'est la plus grosse sortie horrifique de l'année, on pouvait pas ne pas en parler. On arrive un peu après la fête, mais du coup ça va permettre d'en parler un peu à froid. C'est l'adaptation d'un célèbre jeu vidéo d'horreur dont la franchise a fait plus de 33 millions de ventes dans le monde. C'est aussi un mastodonte au box-office mondial avec, au moment où je vous parle, plus de 230 millions de dollars de recettes sur un petit budget de 20 millions. C'est évidemment Five Nights at Freddy's, réalisé par Emma Tammi et produit par le célèbre studio de Jason Blum, Blumhouse, qui sort le film après une très longue attente puisque le créateur du jeu, Scott Cawthon, a annoncé qu'une adaptation de son jeu allait avoir lieu en 2015. J'ai un travail pour vous. Un vrai jeu d'enfant. Agent de sécurité. Y'a quelqu'un? Dans les années 80, des enfants ont disparu. C'est quoi ça? C'est pour ça que ça a fermé. La police a fouillé la pizzeria. Hé! On les a jamais retrouvés. C'est quoi ce truc? Les fantômes des gamins possèdent les robots géants. C'était d'abord le studio Warner Bros qui était initialement associé à la production du film, mais en 2017, il a été annoncé que Blumhouse avait récupéré les droits et que le film serait écrit et réalisé par Chris Columbus, déjà bien connu pour Maman j'ai raté l'avion et les deux premiers Harry Potter. Le tout prévu pour une sortie initiale en 2020. Le film fut retardé par une certaine pandémie et aussi car Scott Cawthon, le créateur du jeu, mit son veto sur le scénario et décida qu'il fallait repartir à zéro car le film n'allait pas dans la bonne direction. Columbus décide de quitter le projet sans en dire beaucoup plus et il fut remplacé par Emma Tammi, ce qui donne le film qu'on a pu voir en salle il y a quelques semaines. Mais du coup, Five Nights at Freddy's, qu'on va écourter en FNAF dorénavant, histoire de pas non plus, voilà, c'est quoi? Dans le film FNAF, nous sommes plongés dans le quotidien d'un gardien de nuit inexpérimenté, Mike, joué par Josh Hutcherson, qui se retrouve piégé dans un restaurant peuplé d'animatroniques hantés qui prennent vie pour tuer quiconque entre dans le restaurant. Alors que Mike tente de survivre aux attaques des animatroniques, il découvre qu'elles sont possédées par des enfants morts, tués par un certain William Afton, interprété par Matthew Lillard, Stu de Scream et Sammy de Scooby-Doo en personne. Un homme mystérieux qui aime se déguiser en animatronique de lapin jaune, le célèbre Spring Bonnie pour les fans de jeux vidéo, et qui contrôle les animatroniques. Mike va donc devoir trouver un moyen de libérer les animatroniques de son contrôle, tout en protégeant sa petite sœur Abby. Et pour parler d'enfants morts et autres joyeusetés, nous sommes en présence aujourd'hui de Mathieu, de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Hello. Lily, chroniqueuse pour le blog du cinéma. Salut. Mylène, de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Hello. Amélie, du festival de cinéma. Du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Du festival de cinéma. Tu choisis. Tous. Choisis. C'est ça. Et moi-même, Romain, chroniqueur au bistrot sur Filmo et aussi très gros amateur de FNAF. Ancien streamer qui a poncé certains FNAF en stream. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais exceptionnellement donner mon avis en premier avant que mes collègues mettent une grosse fessée au film de ce que j'ai compris. Puisqu'en effet, c'est moi qui ai fait chier l'équipe avec le film depuis le lancement du podcast. Ça fait 8 mois maintenant quand même. C'est à la fois mes 5 minutes sous les spotlights et aussi un moment pour m'excuser auprès de l'équipe. Parce que le film... Est-ce qu'il est? On va revenir dessus après. J'ai cru comprendre que ça avait moyennement plu à certains ici. Bref, FNAF,
Personnellement, je l'ai découvert à l'heure zéro, c'est-à-dire on est en 2014, ce jeu sort de manière totalement anonyme sur Steam, personne ne connaît Scott Cawthon, c'est un mec qui avait fait que des jeux totalement ratés de base, dont un jeu avec des castors où quelqu'un a dit « Frère, ce jeu il est pourri, les castors ils font peur, on dirait des animatroniques », qui l'a un petit peu inspiré pour FNAF, qui était un peu son baroud d'honneur, on va dire, dans le milieu du développement de jeux vidéo, et c'était son dernier truc, et si ça marchait pas, il se cassait. Bon, bah, du coup voilà, ça a plutôt bien marché. Ce qui s'est passé, c'est que FNAF a été poncé par des youtubeurs à l'époque, dont Markiplier, que moi je suivais beaucoup, qui est un énorme youtubeur de jeux vidéo d'horreur. Une vidéo qui est devenue culte sur YouTube, qui a plus de 100 millions de vues, et qui a vraiment lancé le début de la folie FNAF. Quand on dit que FNAF c'est un phénomène, c'est monstrueux. En France, pour les gens de notre âge, je sais pas si vous connaissiez trop de base. D'ailleurs, vous avez joué au jeu ou pas ? Non. Oui, Non. moi j'ai joué. Elle a joué, tu vois. Il y en a qui ont une période, après c'est un truc qui est vraiment destiné aux adolescents et aux plus jeunes, ça a vraiment touché les 12-15 ans à l'époque, sur Tumblr, tout ça, mais c'était un raz-de-marée. En plus, il y a eu le 2 sorti même pas l'année d'après, tu vois, c'était vraiment 6 mois après, donc il y a eu un mouvement de hype, et le lore est tellement cryptique, jamais ils explicitent le lore, c'est vraiment des trucs que tu dois théoriser. Donc comment se faire un fandom en 2-2, alors là c'était la folie. Moi je connais ça depuis l'époque, j'ai joué au jeu très tard pour le coup, même parce que moi j'ai poncé les let's play, mais le jeu j'y ai joué qu'en 2022 en stream, et même quand tu connais tu te chies dessus, hein. Moi j'ai été plutôt touché par les jumpscares. Le jeu, pour ceux qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est, dans les premiers tu joues un mec, un gardien de nuit du coup qui est dans une pizzeria, et les animatroniques tu les vois se balader sur les caméras de surveillance. Et c'est à toi de retarder un peu leur venue en soit les regardant, soit en fermant ta porte, faut gérer l'électricité. En fait, c'est un peu du point and click survival. À l'époque, c'était vraiment novateur et ça marchait très très bien parce que c'est très glauque dans son concept. Quand même, rappelons que c'est des enfants morts dans des animatroniques qui veulent te niquer, ce qui est pas foufou. Enfin bref. Arrive le film. Le film, c'était une chimère. De base, annoncé en 2015, c'était un fantasme pour beaucoup, à tel point que le truc a mis tellement de temps à sortir qu'il y a même eu les rip-offs qui sont sortis avant. Il arrive enfin, Blumhouse donne de la thune, il arrive, la hype, elle était folle. Tu mets Josh Hutcherson déjà au casting, moi je suis chaud, je l'adore dans Retour Voyage au centre de la Terre, voilà. Et j'ai aussi une période Hunger Games, chacun ses problèmes, j'ai été un fan zouze. Tu mets Matthew Lillard au casting, tu l'annonces, évidemment, let's go. En plus, tu sais qui va jouer quand t'es fan. Tu te dis, putain, il va encore jouer un mec masqué, bah, c'est son truc, on sait très bien comment il le joue, quoi. Ok, c'est Jim Henson Creature Shop qui fait les créatures, les animatroniques, qui sont magnifiques dans le film. Enfin, il y avait un vrai argument de vente. Voilà, bon, qu'est-ce qui s'est passé ? Le film, il adapte le premier jeu, concrètement, les premiers, en tout cas, avec le security guard dans la pizzeria qui découvre les animatroniques, etc., etc. Et il le mélange avec les livres FNAF, qui sont pas sortis en France, mais qui forment une trilogie qui a été très appréciée et qui va à fond dans le lore. J'ai rarement vu un film qui, en fait, fait autant un câlin un peu trop gros à son lore. C'est-à-dire que c'est un film qui s'adresse uniquement, selon moi, aux fans de la franchise. Il adapte pas du tout le gameplay du jeu, mais il adapte littéralement tout le lore en mettant de côté toute construction de scénario basique. C'est ça le problème du film. C'est-à-dire que la structure du film, elle s'articule autour des fameuses 5 nuits, ce qui est très très long, puisqu'à chaque nuit, évidemment, il y a ce rêve, ce flashback qui revient, il y a évidemment les animatroniques qui interviennent, etc., etc. Donc la répétition, elle est rude, vraiment très très rude. Et le film ne fait aucun effort pour expliquer un peu son lore bizarre au spectateur qui connaît pas du tout FNAF et qui connaît que de loin une franchise horrifique qui arrive sur le grand écran, vaguement. Ce qui fait que les fans, ils sont contents parce que c'est littéralement tout ce qu'on veut, vraiment. Que ce soit la musique du générique de fin de The Living Tombstone, que ce soit les animatroniques, que ce soit des refs à la fameuse morsure de 87, enfin là, les fans me comprendront, etc. C'est le feu. Vraiment, c'est un ride exceptionnel. Par contre, le film, il est boursouflé comme jamais de lore, d'idées, de sous-intrigues. Il sait pas choisir ce qu'il doit adapter. Et ça, bah, c'est un move qui va coûter tout le reste de l'audience.
Et ça, c'est fou parce que le film, il a une hype totalement folle. Donc forcément, beaucoup de gens y vont en s'attendant à un gros film d'horreur parce que c'est quand même une licence connue. Et se retrouve face à FNAF, qui est un film, au final, pour les très jeunes. Voilà, c'est l'autre truc du film, c'est qu'il vise les 12 ans. Voilà, donc quand t'as 30 ans, tu vois ça, tu te dis putain, qu'est-ce que c'est, quoi. C'est un film vraiment pour ados et ça filtre énormément de gens, à tel point qu'il y a vraiment très peu de sang, malgré quelques mises à mort assez surprenantes. Techniquement, je trouve le film génial. Les animatroniques, elles sont magnifiques. Et il y a un set design incroyable. La pizzeria, elle est super belle. Il y a un gros problème, c'est que Emma Tammy, c'est une débutante et peut-être qu'elle n'avait pas les épaules pour faire ce film. Moi, j'aurais bien aimé voir Chris Columbus parce que il y a beaucoup de flashbacks dans ce film, un rêve qui revient sans arrêt au fil des nuits, qui est réalisé avec le cul. Et c'est très dommage parce que c'est une des clés du film et c'est découpé, monté et filmé n'importe comment. Alors que le reste du film est pas non plus trop mal filmé. Des vrais moments de mise en scène plutôt cool, comme le reveal du grand méchant, qui est génial, il sort de l'ombre, t'as ce putain de lapin jaune qui sort, enfin il y a un vrai effort de cadrage et de lumière pour iconiser certains moments, mais des fois ça tombe dans des sortes de clichés incompréhensibles. Je parle des rêves, il y a un jumpscare dedans qu'on a vu 100 000 fois, tout d'un coup il y a un gamin qui a des yeux qui pleurent du sang noir, ouh là là. Très dommage de tomber dans ce genre de facilité qu'on a vu 100 fois avant, alors que parfois t'as quand même des petites fulgurances, quoi. Voilà, et je pense que Emma Tammy, elle a tout donné. Elle avait clairement pas les épaules pour un projet en fait aussi grand et aussi ambitieux. Et l'autre truc qui m'a saoulé, c'est que le film il a le cul entre deux chaises. C'est que à la fois t'as l'intrigue du jeu avec les animatroniques, avec les enfants, avec William Afton le grand méchant, voilà. Et t'as une sous-intrigue qui prend une demi-heure de Mike, le héros, et ses problèmes de famille avec sa belle-mère, son beau-père, enfin tout ça, on s'en fout en fait. Ça aurait pu être intéressant, c'est très mal amené, ça ralentit le film, ça devient lourdingue, il fait 1h50, c'est dommage. T'aurais enlevé ça, je pense que t'aurais eu un film d'animatronique très sympa, qui aurait été un classique culte pour les adolescents d'Halloween, voilà. C'est dommage. Et c'est con parce que dans le dernier quart d'heure, ça devient vraiment fun. Ça trouve enfin son ton à la fin. Et c'est grave dommage. Donc voilà, c'est con qu'il faut attendre tout ce temps pour que ça devienne vraiment ce que ça aurait dû être, quoi. C'est frustrant. Est-ce que ça mérite néanmoins cette haine que ça se mange de la part de la communauté horrifique ? Je pense pas. T'as l'impression que le film, il a agressé la daronne des gens. Je trouve ça un peu étrange. Enfin, on a vu bien pire cette année. Moi, je pense au Croque-Mitaine. Je pense à des machins qui sont beaucoup plus honteux. Je pense que FNAF est un film techniquement très propre, avec quelques idées de mise en scène très sympas. C'est moyen, mais c'est pas grave. Voilà. En tant que fan, j'ai eu tout ce que je voulais là-dessus. Je vais pas faire l'énumération de références parce que ça vaut pas le coup. En tant que film, ouais, je comprends que ça, c'est pas foufou, ça manque de gore, ça manque de punch, c'est un peu longué, mais j'attends vos avis du coup pour voir en fait qu'est-ce qui a bugué. Mais voilà, je vais m'arrêter là parce que sinon je pourrais vraiment déblatérer pendant des heures. Je finirai juste en disant un truc. Matthew Lillard, oui, ça fait plaisir de voir Matthew Lillard sur le grand écran. Ça fait un moment qu'on l'a pas vu quand même. Et le mec est tellement charismatique que même s'il joue un truc débile, qui est quand même un mec qui aime bien se déguiser en lapin pour tuer des enfants, ça n'a aucun sens, il le joue trop bien, voilà. Je vais passer la parole à Mylène, du coup. Toi, comment est-ce que tu l'as vécu ? Toi, t'avais pas joué au jeu de base. Toi, c'était une découverte, il me semble. Alors moi j'ai pas joué au jeu parce qu'il faut savoir que si j'adore les films d'horreur, je suis une vraie flippette aux jeux vidéo, au point où je jette les télécommandes, je crie tout le temps, c'est assez intense pour moi, donc du coup j'aimerais y jouer, mais j'ai besoin d'accompagnateurs, on va dire. Je peux pas y jouer toute seule chez moi, c'est un peu compliqué, et Pégase ne suffit pas. Là dernièrement j'ai essayé de faire Layers of Fear et il y avait 2 personnes avec moi, et on intervertissait la manette. Donc voilà, j'en suis à ce stade-là. Mais j'avais très très hâte de voir le film parce que clairement Matthew Lillard et mon petit Josh d'amour que j'aime d'amour dans Détention, parce que Clapton Davis, s'il te plaît, épouse-moi. Voilà, j'en dirai pas plus. J'avais très très hâte de les voir dans un seul et même film. Sur le papier, tout était fait pour moi. J'étais hypée comme jamais. Et du coup, j'étais très impatiente. Et en fait, ça a été... Alors, ça n'a pas été la purge annoncée, parce que vraiment, je trouve encore une fois, tu as très raison là-dessus, c'est que le film se prend un déferlement de haine, alors qu'on est loin d'être devant un film horrible. Mais par contre, pour moi, le gros souci du film, c'est, et tu l'as dit, mais pas forcément dans ce sens-là, c'est qu'il a le cul entre 2 chaises. Et moi, je trouve qu'en fait, il a le cul entre 2 chaises par rapport au public auquel il s'adresse. En fait, j'ai l'impression qu'il ne sait pas s'il s'adresse justement à des ados, à des adultes, et que le film essaye à la fois de mettre quand même des petits clins d'œil au jeu, mais aussi de nous faire un film d'auteur qui pourrait possiblement être un film A24, qui est un film qui parle d'un passé tortueux, qui comme ça essaie de mener une enquête. Et en fait, moi déjà, c'est pas ce que je voulais voir, donc je comprends pas trop ce que je fous là.
Et je voulais voir quelque chose de bourrin, quelque chose de fun. Je voulais vraiment voir un espèce de huis clos avec plein de couleurs, plein de sang. Je voulais voir des animatroniques dégueulasses. Là, je les trouve hyper édulcorés. En fait, il y a presque pas de gore, mais même sur leur visuel à eux, en fait, à aucun moment ils font peur. Du coup, ouais, c'est vrai que ça me frustre au niveau des visuels. Et au-delà du fait que leur visuel ne fait pas peur, leur comportement fait qu'il y a des moments où on sait plus si on doit avoir peur ou aller construire une cabane avec eux. Donc ça, encore une fois, je suis là, mais qu'est-ce qui se passe ? Et pour moi, le problème, il vient pas du tout de la réal, parce que la réal, elle est très chouette. Je pense que Emma Tammy, elle a fait ce qu'elle pouvait avec le projet qu'on lui a laissé, mais le problème, il vient vraiment du scénar, parce qu'en fait, plusieurs fois, j'ai eu l'impression de voir 2 films en un. Et il y a vraiment des moments où j'ai eu du mal à faire le raccord entre les 2 films. Je savais plus trop où j'étais, je savais plus trop quel âge était censé avoir le personnage de Josh, qu'est-ce qu'il était censé vraiment vouloir me dire. Et il y a même des moments où j'avais l'impression de me retrouver face à des scènes d'un film de la Full Moon, pas tant dans la réal, mais dans ce qu'on me montrait, genre les scènes avec la tante. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et donc, encore une fois, pour moi, le problème, il vient vraiment du scénario. Donc ça, c'est très frustrant. Et c'est vrai que après avoir vu un film comme Willy's Wonderland, qui n'est pas parfait, mais qui pour moi, en fait, assume totalement ce qu'il est, fonce vraiment à fond dans le gore, dans le kitsch. Je veux dire, on a Nicolas Cage qui ne parle pas, qui fait du ménage, qui est incroyable dans ce film. Et ben pour moi, Willy's Wonderland, il a réussi là où Freddy... alors je vais pas dire le titre en entier parce que je suis incapable de le dire, je mélange les lettres. FNAF. Là où FNAF a vraiment échoué. Et encore une fois, ça vient pas de la réal. Par contre, le film, il est symptomatique d'un phénomène qu'on voit beaucoup en ce moment, c'est-à-dire de tous ces films, en fait, ces projets dont on veut pas, ces projets d'horreur, souvent de la Blumhouse, qu'on va en fait refiler à des meufs. Et c'est ce qui s'est passé pour Black Christmas, c'est ce qui s'est passé pour plein de réals, soit des films où on se dit ah c'est un peu casse-gueule, c'est un remake ou c'est une suite, on n'est pas trop sûr de nous, et on va les filer à des réals qui ont soit déjà bossé dans l'horreur par des films d'anthologie ou par des séries d'anthologie. Souvent c'est Into the Dark. Et en fait, j'ai un peu l'impression qu'on se dit, ok, là, on en est à un stade où on sait que possiblement ça va échouer, donc on les refile vite fait à la réal, et comme ça, c'est elle qui va prendre. Et ça, je trouve que pour le coup, c'est un peu trop récurrent en ce moment, surtout auprès de la Blumhouse. En tout cas, globalement, moi, j'ai apprécié le film. Je vais pas dire que encore une fois, c'est pas une purge. Ça reste un film correct, mais je suis très frustrée de ce que j'ai vu. C'est pas le fun, le gore et la tension auquel je m'attendais. Ça m'a donné par contre envie de jouer au jeu, parce que du coup je me sens encore plus frustrée, et de revoir Willy's Wonderland. On reviendra sur Willy's Wonderland parce que c'est un film qui va revenir dans le podcast à un moment, ça j'en suis sûr. T'as dit un truc concernant les animatroniques et leur design qui est trop propre. Le but des animatroniques dans le premier, c'est qu'elles sont mignonnes. Dans le premier jeu, en tout cas. Elles sont pas censées être effrayantes. Au fur et à mesure des jeux, elles deviennent de plus en plus sales. Pour les premiers, en tout cas, maintenant c'est d'autres trucs. Mais dans le 2, elles sont totalement pétées. Dans le 3, il y en a qu'un seul. Dans le 3, c'est William Afton en version zombie, en fait, grosso modo, qui est encore plus pourri. Et dans le 4, c'est des versions encore plus cauchemardesques. En fait, je pense qu'ils ont vraiment cette idée de faire les animatroniques mignonnes pour le premier et garder le côté crado pour les prochains films, parce que du coup, ça va être une trilogie. Hein. Maintenant, ça a marché, c'est fini, il y en aura d'autres. Donc voilà. J'étais tombée sur des photos un peu gore et tout, et donc du coup, je m'attendais pas du tout à ça. Mais il y a quand même eu des petits moments de kiff. Hein. J'avoue que Matthew Lillard qui nettoie son couteau comme Stu, voilà. Je crache, je crache pas dessus. J'ai crié, hein. J'ai crié. Elle est assumée à 1000%, mais oui, mais bien sûr. T'as dit un autre truc super intéressant, c'est qu'on refile des projets de merde aux femmes. Ce qui est vrai, mais ce qui est un heureux accident avec FNAF, c'est que le film marche à fond et a une communauté de fans gigantesque. Hein. On l'aime pas le film au niveau des fans d'horreur, mais les fans de FNAF sont très heureux en moyenne. Donc en fait, je pense que ça peut briser cette règle. On a enfin filé un projet merdique à une femme qui a réussi à faire un truc avec, qui nique le box-office et qui d'ailleurs, je rebondis sur ce que je disais aussi tout à l'heure, mise tellement sur les fans que ça va avoir des conséquences terribles sur Hollywood. Tous les trucs de jeux vidéo, de pop culture, de comics font toujours l'effort de rechoper un peu le public général. Tu mates un Marvel, t'es pas perdu si t'as jamais lu un Marvel, tu vois. Ils font toujours un effort de remise en contexte, voilà. Et on commence un peu à perdre ça
par exemple, les Star Wars, tu mates Ahsoka, t'as pas vu Rebels, t'es paumé, vraiment. Mais ils se camouflent encore publiquement, ils sont en mode non, c'est pour tout le monde peut le regarder, c'est bien. FNAF, c'est le premier qui pose ses couilles sur la table et dit c'est pour les fans et on s'en bat les couilles du reste. Aujourd'hui, d'ailleurs, le 12 novembre, Matthew Lillard s'est enfin exprimé sur le film parce qu'il pouvait pas, parce qu'il y avait les grèves avant, et a dit c'est un film, on l'a fait en sachant pertinemment que c'est pour les fans et que ça va foutre plein de gens de côté. Mais on l'a fait quand même, tu vois. Et je pense qu'Hollywood, qui est dans la merde ce temps-ci pour plein de raisons, Marvel ça se casse la gueule, les grèves, tout ça, va pas hésiter à tabler sur le film de fan à 1000%. Voilà. Donc Emma Tammy, elle a percé, elle a niqué cette malédiction des projets merdiques faits par des femmes. Peut-être qu'il y aura des conséquences nocives sur ce succès derrière au niveau du box-office, quoi. De ton côté, Amélie, est-ce que tu avais joué au jeu? Et FNAF, le film, qu'est-ce que tu en as pensé? Ouais, j'avais joué au jeu un petit peu, mais en fait, ça avait été tellement un phénomène à l'époque que c'était un peu difficile de passer à côté quand tu jouais un petit peu à des jeux comme ça. C'était l'époque Slenderman, truc de ce genre, un peu horrifique. T'es en soirée avec tes potes, tu le lances. Ouais, voilà, il y a des potes qui te le font découvrir, tu fais 2-3 parties. En plus, ça repose essentiellement sur le jumpscare, donc bon, c'est assez facile. Et justement, dans le film, moi j'ai trouvé que vous l'avez dit tous les deux, que la réal est pas mal. Que en vrai, les constructions de plans, il y a des mouvements de caméra assez intéressants, que la lumière est pas dégueulasse. C'est vrai que les passages dans la pizzeria, moi à chaque fois je me suis dit, il y a des effets d'ombre, des effets de lumière, des constructions de plans qui sont pas mal. Il y a un passage où ils rangent un peu la pizzeria parce que il y a des méchants qui sont venus foutre le bordel, où c'est un montage genre vraiment de plans d'un mec qui range, mais je trouve qu'il y a les plans se répondent bien, c'est fluide, ça fonctionne. Mais il y a un truc où je suis vraiment très très frustrée, c'est que Five Nights at Freddy's est un jeu qui repose sur des caméras intradiégétiques. C'est-à-dire que le principe du jeu, c'est de switcher d'une caméra à une autre. Donc comme si le joueur créait le propre montage de son propre film d'horreur. C'est-à-dire que les caméras, non seulement elles servent à surveiller les créatures, mais c'est aussi elles qui donnent des angles, des points de vue dans l'espace. C'est elles qui construisent l'espace. Et c'est le fait de changer d'une caméra à l'autre qui fait progresser le jeu. En fait, c'est par ce biais-là qu'on voit la progression des animatroniques qui se rapprochent du joueur, parce que le joueur est enfermé, vissé à une chaise. Et ce changement de caméra dans même le lore du jeu, en fait, et dans le gameplay, n'est absolument pas exploité par le film. C'est-à-dire que là, elle avait une super porte ouverte pour faire un truc de nous faire comprendre par ce biais-là que les animatroniques bougent, par exemple. Et en fait, elle l'utilise pas. Le mec passe son temps à dormir. Oui. Et jamais il ne regarde les caméras, on ne le voit pas. Ah tiens, c'est bizarre ici. Et les rares fois où il le fait, c'est pas très signifiant, c'est pas très bien utilisé. Et vraiment, je me dis que Tammy a l'air d'être quand même une réalisatrice qui maîtrise. C'est une monteuse en plus. Elle est aussi monteuse. Elle avait un boulevard pour faire un truc un peu chouette. Et elle l'a pas fait, quoi. Et elle est partie complètement sur un autre truc, un truc sur le rêve où les enfants morts viennent parler dans ses rêves au type et tout. Pourquoi pas, mais en fait, bof. Enfin, du coup, je trouve ça bof. Et deuxièmement, le principal ressort horrifique de Five Nights at Freddy's, c'est le jumpscare. Et en fait, le film n'en a pas. Et c'est un peu... Je suis pas une grande fan des jumpscares dans l'absolu, mais là, en fait, je m'attendais à ça. Je m'attendais à des jumpscares avec des créatures. C'est la marque de fabrique. Et le film n'utilise pas du tout ce ressort horrifique-là. Ce qui est bizarre, étant donné que c'est sur ça que repose le jeu. C'est le fait de voir... Ouais, mais assez peu quand même. Attends, mais pour un gag... C'est pas ça. En fait, c'est ça. Il le tourne en gag avec Balloon Boy, qui est une animatronique du 2, qui est horriblement casse-couille dans le jeu, qu'ils ont tourné en van. C'est le jumpscare qui revient sans arrêt dans la scène post-crédit. C'est le petit personnage pourri avec son ballon, là. Oui. Qui se la mange dans la gueule à plusieurs reprises. Oui, voilà. c'est vrai, oui. C'est ça. Donc en fait, il y a ce côté en mode non, on fait pas du tout le jeu. On en fait une vanne, en fait. Ils refont quand même un jumpscare du jeu, avec Foxy qui tombe sur un gars à un moment, mais c'est pas super efficace, quoi. Vraiment,
Ils avaient pas envie. J'ai même pas sursauté, moi, pendant le film. Ah non, il n'y a pas de sursaut. Du coup, c'était un peu... j'ai trouvé ça un peu dommage, surtout que même dans le jeu, on voit les créatures apparaître dans le grésillement des néons parce que tu peux allumer ou éteindre les lumières et tu les vois se rapprocher et tout. Et ça pareil, c'est pas un truc qui est très utilisé dans le film. Et on parlait du fait que c'était un film d'horreur, en fait, pour pré-ado, voire même pour enfants. Et je suis désolée, mais ça, pour moi, c'est pas une excuse. Parce que tu peux faire de l'horreur pour enfants qui fonctionne super bien. Le truc des caméras, je veux dire, il y a Toy Story 3 qui le fait super bien, avec le singe là qui surveille les caméras et ça fonctionne. Et je veux dire, les animatronics ne sont à aucun moment une menace. En fait, ils sont méchants avec les gens qui sont méchants, donc c'est jamais des menaces pour les protagonistes. Alors que tu peux faire de l'horreur pour enfants vachement bien. Les oncles de Casper, ils sont plus menaçants que ça, quoi. Je veux dire, Basile, détective privé, c'est plus horrifique que ça. Il y a plein d'autres films. C'est quoi, Richard et les livres magiques, il y a un passage sur Dr. Jekyll et Mr. Hyde qui est terrifiant, même quand t'es pas un enfant. Et tu peux faire de la vraie horreur avec des vrais jumpscares pour enfants. Et je suis désolée, le fait que le public visé soit jeune, soit des fans du... En plus, si c'est pour les fans du jeu, c'est des gens qui aiment se faire sursauter, quoi. Donc, je trouve que le côté lisse du film le dessert un petit peu dans sa patte horrifique. J'ai pas vu l'adaptation de Slenderman, donc je sais pas comment ils s'en sortent. C'est une catastrophe. C'est trop nul. C'est une catastrophe. En fait, je voulais voir pour deux jeux qui sortent à peu près en même temps et des films adaptés un peu de cette mouvance-là. Fait 10 ans plus tard. Non. Ouais. Slender, c'est très compliqué pour le coup. C'est une authentique merde qui a vite été oubliée pour le coup. Est-ce que je peux rebondir sur un truc ? Vas-y, je t'en prie. C'est toi l'expert. Les fans de FNAF, ils viennent pas pour les jumpscares. Les fans de FNAF, ils viennent pour le lore, pour les trucs qu'on leur a teasés dans le jeu, pour voir William Afton dire « I always come back », pour avoir la musique. Non, mais je veux bien, mais en fait, ils sont quand même fans d'un jeu qui est là pour te faire sursauter. C'est un jeu à jumpscare. C'est un jeu d'horreur. C'est un jeu d'horreur. Donc, ils en ont même pas. Ils ont même pas le truc qui est, on va dire, excitant dans Five Nights at Freddy's, quoi. Je veux bien qu'il y ait du lore de malade, mais il y a même pas la surprise. Il y a même pas le sursaut. Donc, je trouve que c'est un peu dommage, quoi. C'est un choix de Scott Cawthon, du coup le créateur du jeu, qui a été surinvesti sur le film. C'est un des arguments de vente du film, c'est que le créateur est hyper investi. Il a géré tous les scénarios, même pendant les périodes compliquées de production. Il y a eu 20 scénarios. Le mec avait fait un post Reddit où il passait en revue tous les scénarios annulés. Enfin, investissement de fou, etc. Tu sais faire du jeu vidéo, ça veut pas dire que tu sais faire un scénario de film. Hein. Enfin, désolé. Ah, mais et voilà. C'est ça, en fait, la couille. C'est que le mec a pris son lore très au sérieux et a voulu adapter le lore plutôt que le jeu. C'est ça le problème. Et surtout, le lore super sérieusement sur un jeu... Je veux dire, sur un point and click où vraiment c'est torché en 20 minutes, quoi. Tu vois, c'est pas non plus... Enfin, je nie pas qu'il y ait du lore, mais c'est quand même un jeu d'horreur qui fait sursauter. Il n'y a pas besoin d'être hyper premier degré sur ce truc-là. Ah oui, non, mais le film se prend hyper au sérieux, quoi. Le FNAF est érigé en légende du lore parce qu'en fait, si tu vas sur YouTube, tu tapes FNAF lore, la vidéo d'introduction dure 8 heures. Il y a eu un truc de malade. C'est pas Bioshock non plus. Après, il y avait moyen de le faire bien, hein. Tu peux faire un lore en le faisant. En fait, c'est bien. ça. Exécution pas top, et je pense qu'en fait c'est lui qui a juste cassé les couilles. Mais en fait il aurait peut-être pas dû être au scénario tout simplement. En effet. Il a juste dit qu'il corrigerait le tir pour la suite. Il est quand même au courant de ce qui se passe. Lily, tu voulais parler ? Oui, bah moi en fait je trouve que c'est une très bonne idée en fait de pas jouer sur le jumpscare. Parce qu'en fait moi je trouve que c'est ce à quoi on s'attendait. Mais le problème c'est que comme tu l'as souligné Amélie, c'est que derrière on n'a pas autre chose pour se nourrir. Il n'y a rien de peur dans ce film. Voilà, en fait, je trouve que l'idée de vouloir surprendre en faisant pas reposer le film sur le jumpscare, c'est pas bête. Le problème, c'est qu'on n'a rien derrière. Donc c'est mi une bonne idée, mi un pétard mouillé. Par contre, je trouve que le côté humoristique du film marche super bien. Ouais, moi aussi. Ouais. Au niveau horreur, j'ai rien eu aussi. Quand ça vanne bien. On parlait de Doug, l'avocat de la belle-mère. Il a 2 séquences, il est juste ahuri, ça marche très bien. Il y a un moment où il y a un des braqueurs qui voit dans la pizzeria un gars courir sur les caméras, tu vois juste ce cri qui vient de très bas à très haut. Comme ça, moi ça m'a eu, tu vois, c'est des conneries comme ça. Et voir ce putain de cupcake qui est dans le jeu, absent, et qui devient la créature du film qui a le kill count le plus fou, en fait. Les animatroniques, elles font que dalle à paraître un peu mignonnes et construire des forts. Le cupcake, c'est un Doberman, on sait pas pourquoi. Moi, ça m'a fait mourir de rire. Donc, la comédie marche bien, mais niveau horreur, en effet, il y a que dalle. Là-dessus, je peux pas rebondir là-dessus pour le coup, même en tant que fan. Lily, continue, du coup, c'est ton moment, donc...
Moi, je connaissais pas le jeu vidéo parce que moi, j'ai arrêté. Moi, je suis un peu dans la dérive addictive et du coup, si je m'y mets, vous risquez de me retrouver décédée au milieu de mes bocaux de pisse, donc c'est pas une bonne idée. Surtout sur un truc comme ça qui tire sur ma corde sensible, l'horrifique, tout ça, je risque vraiment de m'y perdre. Donc du coup, je suis entrée dans le film sans rien connaître au jeu original. Et du coup, comme je connais pas le lore, il y avait peu de chances que je capte les références au jeu. Et pour moi, le bon point du film, c'est Romain, tu dis que c'est fait pour les fans, mais moi, je trouve que il y a un très bon point dans le film, c'est que bien que j'étais pas familière du jeu, je me suis pas du tout sentie larguée en fait. J'ai parfaitement compris de quoi il en retournait, mais pourtant, j'ai bien compris qu'il y avait des choses rajoutées. Ça se sent en fait dans le scénario. J'ai assez vite deviné de moi-même que les sous-intrigues autour de la famille de Mike, ça faisait pas du tout partie du jeu. Parce que, comme vous l'avez souligné tous un petit peu, je pense que le gros problème du film FNAF, c'est qu'il sait pas à qui il s'adresse vraiment en fait. J'ai un peu peur de paraphraser vos avis, mais donc, comme vous l'avez déjà souligné, il y a plein d'aspects comédie fantastique peuvent faire penser. Moi, ça m'a fait penser. Amélie, t'as cité Casper. J'avais pensé à Casper aussi, mais ça me fait vraiment penser du coup aux productions des années 80-90, type Casper effectivement, ou La Famille Adams. Et Casper, c'est mieux quoi. Scooby-Doo oui, aussi. voilà, tout à fait. Et à côté de ça, on a des éléments de huis clos horrifiques quand on est dans la pizzeria. Le film est d'ailleurs étonnamment gore. Moi, je trouve ça sur le côté horrifique. Des fois, il y a 2-3 petits trucs gore que j'ai trouvé sympas, même si ça vole pas très haut. Et il y a des éléments de comédie qui fonctionnent super bien, comme le tandem de la tante et l'avocat, comme tu l'as dit, Romain. J'ai adoré ces deux persos. Ça m'a fait penser à John Cusack et Christopher Lloyd dans La Famille Adams 2. Et il y a des éléments horrifiques réussis. Et comme tu l'as dit encore une fois, Romain, notamment le cupcake. J'ai trouvé que c'était une super idée de l'utiliser comme ça, comme une espèce de piège à loup qui avance super rapidement. Moi, je trouvais ça ludique. Je vais pas vous dire que c'est du génie, mais je trouvais ça sympa. Mais j'ai quand même l'impression que le film a le cul coincé entre deux chaises, encore une fois. Il n'arrive pas à déterminer son registre. Et surtout qu'il est inutilement long et qu'il tire en longueur. J'ai l'impression que toute l'action de jour, elle est juste là pour retarder la résolution de l'intrigue qui se passe de nuit. Et surtout, pendant 2 heures, on recourt à des procédés un petit peu datés pour allonger la sauce, comme le personnage de la flic. Il sait un truc, mais qui le dit pas pour prolonger le mystère. Faut que tu te renseignes sur ton employeur. Mais non, je ne te le dirai pas. et tout ça pour une conclusion, mais qui est pas vraiment surprenante. C'est une conclusion à la Scooby-Doo avec un acteur de Scooby-Doo qu'on voyait venir à 100 mètres, en fait. Après, franchement, j'ai rien contre. J'adore Scooby-Doo. J'adore les comédies fantastiques. Mais je crois sincèrement que le film, il aurait gagné à ce que son intrigue soit plus condensée en 1h20, 1h30 et resserrée autour de ce qui se passe à la pizzeria. Parce que là, on la quitte trop souvent. Donc, pour moi, ça aurait pu être un bon spectacle de divertissement. Mais malheureusement, ça se prend les pieds dans le tapis. Parce que je suis pas hyper d'accord avec toi, Romain, quand tu dis que ça s'adresse aux fans. Moi, je trouve qu'il essaye de satisfaire à la fois les fans du jeu et le grand public en même temps. Et du coup, je trouve que c'est raté et qu'il y a ce côté pétard mouillé, quoi. C'est ça, c'est pas très bien amené. Beaucoup de références sont très discrètes, c'est des références écrites sur les murs et tout. 3/4 du casting, c'est des youtubeurs. Le mec qui est dans un taxi, le chauffeur de taxi, c'est un youtubeur dont j'ai plus le nom, je suis désolé. À un moment, il mange dans un fast-food et il y a un serveur qui dit le petit déjeuner, c'est pas le repas le plus important de la journée, mais c'est juste une théorie. C'est MatPat qui est un des plus gros youtubeurs FNAF. Voilà, c'est le moment Avengers du film pour les fans. Là, c'était le moment religieux, vraiment. Markiplier devait être dans le film, mais ils l'ont pas fait. Il y a l'animatronique de chien par terre à un moment dans l'arrière-boutique de la pizzeria. Alors là, on part dans du deep lore, vraiment. À FNAF 1, à l'époque, des gens disaient qu'il y avait une sixième animatronique cachée dans le jeu. C'était ce chien qui a jamais été réel au final. Enfin, c'est full ref sans arrêt, en fait, constamment. Il y a même des trucs et des refs qui sont visiblement ratés parce que les gens ne les captent vraiment pas, même certains fans. Est-ce que vous avez capté qu'il y avait 2 Freddy dans le film ? Oui, il y en a un, il lui manque un œil et un nom. Voilà.
Ouais. Il y a Freddy et il y a Golden Freddy qui est un easter egg dans le jeu de base et qui est devenu un vrai personnage au fur et à mesure. Ouais. C'est un Freddy doré. Alors il est pas doré du tout dans le film, il est marron, ce qui aide pas. Et j'ai vu beaucoup de gens dire ah mais il y a un deuxième Freddy quoi. Enfin c'est pas très bien amené, tu vois, des petits trucs comme ça qui auraient mérité d'être un peu plus appuyés peut-être, je pense. Voilà. Monsieur Dubis, c'est votre moment. Tuez-moi Alors. ce navet, monsieur. Allez, Non, qu'on en finisse. je vais pas l'assassiner, mais j'avais vraiment aucune attente par rapport à ce film. Au moment de la sortie du jeu, j'ai vu, je pense un petit peu comme tout le monde, pas mal de personnes y jouer en stream ou quoi, et j'y ai pas forcément joué moi-même, parce que vraiment je me suis fait spoil dans tous les sens. Et alors contrairement à Mylène, tout ce qui est jeu d'horreur, faut vraiment envoyer du lourd pour arriver à me faire ne serait-ce que sursauter. C'est autant je peux avoir de temps en temps un petit peu peur devant un film, mais paradoxalement les jeux vidéo, à part si c'est Silent Hill 2, vraiment ça ne marche pas sur moi quoi. Et puis comme je suis vieux, j'ai fait Merci, pas mal de Mathieu. jeux vidéo un petit peu sur le même principe, c'était des FMV ou je me rappelle plus du nom. Oh là là, l'époque. Ouais, des Night Trap et compagnie, où même principe, en fait, tu surveilles, t'as devant toi des caméras de surveillance et tu dois passer d'une caméra à une autre et déclencher des pièges, fermer des portes, tout ça pour faire en sorte que les personnages qui sont devant la caméra restent en vie, quoi, et te protéger toi-même. Bref, voilà, c'était le même principe que FNAF. Du coup, voilà, je regarde le film de manière un petit peu intriguée, et plus on avance, et plus je me rends compte que ça va être très chiant. Parce que effectivement, comme tu l'as dit Romain, il y a des easter eggs dans tous les sens. Alors moi je suis pas venu pour des easter eggs, je suis venu pour voir un film en fait. Et le truc c'est que oui, le mec qui est derrière le scénario, oui, il a fait un Reddit avec toutes les versions des différents scénarios qui n'ont pas été acceptés, blablabla, tout ça, tu sens que le mec il est investi. Mais comme on l'a déjà dit avant, c'est pas parce que t'es ultra investi sur un truc et que t'es un grand nom du jeu vidéo en termes de narration, de machin, que t'es forcément aussi doué pour écrire une histoire de film. Et là, en vrai, il y avait vraiment matière à faire quelque chose de cool, parce que vraiment, encore une fois, des huis clos qui se passent dans un endroit où une personne en fait est seule face à une menace qui arrive dans tous les côtés, ça a déjà été fait un paquet de fois, ça a été même très bien fait, et même si on va dans les trucs un petit peu absurdes ou quoi, si vous prenez, parce que dans le genre de ref en fait, qui viennent tout de suite en tête, il y a les Gremlins, mais bon, les Gremlins, c'est pas non plus un huis clos, donc les personnages sortent et machin, tout ça, ils se font attaquer un petit peu de partout. Mais vous prenez par exemple Krampus, c'est des créatures débiles, voilà, c'est des trucs issus du folklore de Noël et compagnie, qui attaquent une famille qui est retranchée dans une maison dont ils peuvent pas forcément trop sortir, quoi. Donc des films comme ça, en fait, qui sont réussis d'un point de vue scénario, alors que le pitch de base est au moins aussi débile, il y en a eu un paquet. Là, le truc, c'est que on n'a pas ça. À aucun moment, comme disait Amélie, en fait, le film n'utilise le procédé de changer de caméra, de switcher tout ça pour faire monter la tension. Ça, c'est le truc qui il passe sous le tapis tout de suite. Et on focalise à la place sur Clapton Davis, là, qui je m'en fous, en fait, de ces... Tu laisses Clapton Davis tranquille, ok. Mais j'adore Clapton Davis, mais là, juste, j'en ai rien à foutre. Et le truc, c'est que on se cogne ce personnage-là pendant tout le film, et après arrive le pire personnage du film, c'est cette flic qui, une fois le film terminé, si vraiment vous voulez... posez-vous des questions sur l'emploi du temps de cette personne, sur qu'est-ce qu'elle fout là, pourquoi elle est là, c'est quoi en fait le rapport, la logique dans ses actions, le rapport en fait qu'elle a avec son père. Il y a énormément de trucs en fait qui se cassent la gueule d'un point de vue de la logique. Le film, encore une fois, est écrit avec les pieds. Il y a aucune tension. Le scénario est nul. Les acteurs m'emmerdent. Matthew Lillard, je suis désolé, il a toujours été mauvais, il est mauvais là aussi. Quoi Qu'est-ce que tu racontes? Quoi? Mais tu détends là. Attends, tu dis quoi là? Tu dis quoi là? Il a toujours joué les demeurés, il a toujours joué les psychopathes, les fous, tu le vois, tu sais déjà que ça, il va y avoir un problème avec ce personnage. Et puis même, si tu regardes ne serait-ce que le générique du début, qui est fait tout en animation et qui est très beau d'ailleurs, tu comprends, même moi qui n'ai pas forcément tout le lore en fait à 100%, je savais déjà qui était le grand méchant du truc en fait. Il y a Matthew Lillard dans le film, et c'est expliqué dans le générique au début. Il n'y a aucun intérêt à suivre l'histoire parce que les mecs se tirent une balle dans le pied d'entrée de jeu, et du coup, j'ai passé tout le film pour faire une référence au jeu. À quel moment? Oui. Mais encore une fois, je suis pas venu pour des références, je suis venu pour un film. Mais est-ce que le public qui visé, qui est jeune, sait qui est Matthew Lillard et à la ref? Pas sûr. Oui, un petit peu. Un petit peu. Bof, Sur, parce que sur TikTok,
Ils ont beaucoup vu Scream Vas-y. 5, hein, plus que les autres. Souvent, ils ont commencé à Scream 6, ça. Scream 6 ou Scream 5, mais C'est- si tu veux, ils connaissent Peut-être moins. les plus jeunes, ouais, faut oublier qu'ils ont peut-être pas vu Scream et Scooby-Doo. Sur TikTok, en tout cas, comme je suis sur le FNAF Talk à fond, je vois énormément de jeunes qui étaient à fond sur Matthew Lillard quand il est annoncé. Il faut savoir qu'il y a des edits un peu sensuels de Matthew Lillard qui sont faits par des gamins, des ados et tout. Enfin, il a un culte de la Gen Z, si tu veux, parce que Scooby-Doo est un film culte de la Gen Z, Oui. la génération Z. Il a retrouvé son public plus tard, en fait. Donc, d'un côté, il a quand même son following, et c'est redevenu une star de convention grâce à tout ça, en fait. Donc, je suis prêt à parier que quand même, il y a un peu de connaissances autour de ça, et on sous-estime quand même le succès de Scream, qui est un des films d'horreur les plus cultes, et je pense que beaucoup de jeunes ont commencé par Scream. Voilà. Mais je vais pas me prononcer sur la Gen Z, toi, c'est que mon opinion. Il y a quand même aussi un paquet d'acteurs qui sont devenus cultes, mais qui sont pas forcément de bons acteurs. Tu vois le truc, en fait. Ça existe. Tu ne mourras pas. Moi, j'adore Matthew Lillard, il joue très très bien. Et tu sais quoi ? Je trouve ça nul de dire ça dans le dos de Dario, qui est un fan de Matthew Lillard. Tu me déçois T'as ce pas de goût, soir. Mathieu, c'est la fin de notre amitié. Je vais Ouais. prendre la râpe à fromage et C'est- quick. Non, mais après, moi, je crois qu'on a un affect parce qu'on a grandi avec. C'est. Non, mais Aussi. en Voilà. vrai, moi, enfin, Aussi. quand j'ai vu Scream aussi, il m'a fait rigoler. Mais là, le truc, c'est que en termes de casting, j'ai l'impression qu'il a plus été pris parce qu'il a un côté culte et rigolo et gna gna gna, tu vois, que parce qu'il correspondait vraiment au rôle. Enfin, si t'avais voulu quelque chose Ah oui, oui, de bien écrit et de subtil, mais t'aurais pas pris du tout Matthew Lillard, t'aurais pris un mec en fait qui est un petit peu ambigu et que t'oublies en fait au fur et à mesure de Nicolas d'avancer du Cage. film, et que au moment où en fait arrive le coup de théâtre final, tu sois un minimum surpris, tandis que là en fait il retire son masque et tu fais ah ouais d'accord, oui, c'est Matthew Lillard, enfin on le savait en fait. C'est le Enfin, seul perso qui était plus là depuis le film, début du film. Mais oui, donc, voilà. je l'ai vu, quoi. donc Oui, oui. même ça en fait ça marche pas. Le truc c'est que voilà, enfin en vrai il y a beaucoup de trucs qui me gonflent en fait avec ce film, et vraiment j'ai dû faire un effort tout à l'heure pour me rappeler de certaines scènes, alors que le truc je l'ai vu il y a 2 jours quoi. Et vraiment si c'est ça, enfin, vraiment c'est mal barré. Après, voilà, parce que là je chie sur le film depuis le début. Je pense qu'en vrai, on peut pas être un podcast horrifique qui défendons le cinéma d'horreur toutes les semaines, et d'un autre côté en fait torpiller un film qui a un très gros succès. Alors il faut mettre un petit peu de mesure là-dedans, dans le sens où en fait le film est criblé de défauts, et c'est pas parce que le truc il a du succès qu'il faut les passer sous silence. C'est pas parce que le film en fait est destiné aux ados, mais en fait non, aux enfants, qui doivent forcément avoir un truc bâclé ou fait avec les pieds. Mais je pense que si ce film-là en fait est une porte d'entrée vers autre chose derrière, il faut en fait que les gamins, le public visé, se fasse son propre avis, et si après ça lui permet en fait d'embrayer sur autre chose d'un peu mieux construit, d'un peu mieux scénarisé, et qui prend un petit peu moins son public pour des abrutis, je pense que ça reste quand même une bonne chose, voilà. Après le truc c'est que c'est une production Blumhouse, et peut-être pas la majorité, mais il y a quelques titres Blumhouse en fait qui ont été bâclés, en tout cas pour les premiers films, et qui après se sont tapés un succès phénoménal. Je pense notamment à The Purge, enfin American Nightmare. Le premier film en fait annonce le principe de la purge, donc c'est-à-dire des gens qui pendant une nuit vont se foutre sur la gueule de manière totalement légale dans tous les États-Unis, c'est-à-dire que le meurtre, tous les actes de tuer les gens, tout ça machin, en fait ça devient totalement légal pendant une durée très limitée, donc il dure le temps d'une nuit. Et en fait quand t'as ça dans un scénario, t'as envie de voir ça quoi, t'as envie d'être au milieu, de voir littéralement le chaos quoi. Et le premier American Nightmare c'est l'opposé, c'est-à-dire que c'est un huis clos. T'as une famille de riches en fait qui s'enferment dans leur maison avec leur système de sécurité dernier cri, et la purge tu ne la vois pas, tu n'entends que des sons, des machins, et tu ne fais que l'imaginer, et le film se termine, t'es super frustré quoi. Et le film a eu un énorme succès surprise, tant et si bien que Blumhouse en fait ont mis de l'argent supplémentaire, parce qu'encore une fois je crois qu'il avait coûté vraiment que dalle, enfin vraiment c'est un tout petit budget, un tout petit budget, vraiment à la limite je crois que c'est quasiment le même budget que celui de FNAF. Et pour American Nightmare 2, même pas. on a en fait ce coup-ci ce qu'on voulait voir, c'est-à-dire un film qui se passe donc à l'extérieur, et on est en plein milieu de la purge, et là on voit une espèce de pas de guerre civile, mais de Mad Max dans une grande ville américaine quoi. Et en vrai, si ce film en fait connaît un succès tel, c'est que de toute façon il y a un public. Mais moi ce que je veux c'est ok, le premier il est pas ouf, on oublie,
Mais par contre, maintenant, Blumhouse, il faut qu'ils sortent un petit peu le chéquier et qu'ils mettent un petit peu plus de sous dans un vrai scénariste et qui poussent un petit peu plus les potards, parce que là, en l'état, c'est juste un pétard mouillé, quoi. Ils en sont capables, hein. Blumhouse, ils écoutent quand même aussi ce qui se passe autour des communautés, des réactions et tout. Déjà, le scénariste, Scott Cawthon, qui dit qu'il prend en compte les mauvaises reviews pour la suite, c'est quand même audacieux. Dans un mec qui est très peu communicant avec ses fans en dehors de ce qu'il donne, tu sais, les reviews de scénario et tout. Il y a quand même un brin de remise en question. Et Jason Blum, c'est un des rares producteurs qui n'hésite pas aussi à dire des fois quand ça merde. Et ça, c'est rare. J'espère que le 2 va corriger le tir. Si ils adaptent FNAF 2 en film, en plus, il y a un potentiel de fou. Donc, Amélie, t'avais joué à FNAF 2 ou pas ? Non, moi j'ai fait que le premier, un petit peu dilettante. Non plus, enfin, j'ai trouvé que le principe était sympa, mais c'est quand même pas un jeu dans lequel j'ai passé des heures de ma vie, quoi. Désolé. Le 2, c'est littéralement le chaos total. Le 1, c'est très simple, les caméras, 4 animatroniques qui se ramènent. Bon, le 2, elles sont une dizaine, et c'est basé vraiment sur la chance que tu auras, qui est définie par le jeu au début. Voilà, c'est un enfer, le 2, vraiment, à finir. Il y a un côté chaotique qui est violent. J'ai jamais pu le terminer. J'ai passé des heures dessus à manger des screamers sur screamers. T'as plus de caméras, en fait. Enfin, si, t'as les caméras, mais t'as plus les portes pour te protéger. T'as juste 2 putains de bouches d'aération, une porte ouverte en face de toi, et tu dois mettre un masque pour te protéger. T'as un leurre, en fait. Ils vont croire que t'es une animatronique. C'est un enfer. Il y a un vrai potentiel avec le 2. Le 3, tu es seul dans une pizzeria avec William Afton, qui est maintenant mort dans sa putain d'animatronique, qui devient une sorte de zombie. Il y a un vrai potentiel à faire. Tout est là, en fait. Ils ont tous les éléments. Ils peuvent facilement corriger, voilà. Sauf que Jason Blum, il va donner de l'argent. Vu le succès du truc, ça va forcément continuer, donc il est pas con non plus, tu vois. Est-ce que tu peux... Alors, spoiler, pour les personnes qui n'ont pas encore vu le film, là, je vais parler d'un truc qui se passe à la fin. Est-ce que tu peux juste m'expliquer pourquoi le personnage donc j'allais dire Stu, de Matthew Lillard, enfile une combinaison dont on sait qu'il y a un système qui est capable de sectionner un balai, en fait, si tu fous tes doigts dedans, tu vois. Enfin, pourquoi le mec, en fait, est bête au point d'enfiler un truc dont il sait lui-même que potentiellement ça peut le défoncer. Alors, c'est quoi la logique derrière ? Je veux pas non plus rentrer dans le deep lore, parce que moi-même je vais faire des fautes là-dedans, et il y a un fan qui va popper dans mes mentions qui va m'engueuler. C'est que les animatroniques, elles sont utilisées parfois par des humains dans le lore, d'où le fait qu'il y a un truc où tu peux te mettre dedans pour les porter et faire coucou aux enfants, etc. Est-ce que c'est cohérent qu'il y ait ce qu'ils appellent les spring lock, un système qui peut d'un coup te rentrer dedans si besoin ? Absolument pas. C'est de la technologie. C'est peut-être un peu plus explicité dans les jeux plus récents, où c'est plus axé technologie, un peu plus... Je sais pas, j'ai pas joué à cela, donc je sais pas. C'était juste un prétexte, en fait, dans le jeu de base pour avoir une séquence qui est en 8 bits, donc on voyait que dalle, où en fait le mec se retrouvait écrasé par son système suite à un choc. Voilà, c'est tout. Ça n'a pas forcément de sens, hein, c'est plus pour le choc. Moi, j'aimerais savoir aussi comment ça se fait que le méchant, en fait, est toujours en activité, c'est-à-dire il a un travail, il est libre et tout, alors que, de ce que j'ai compris, il y a des tonnes de gamins qui ont été enlevés sur le lieu de son travail. Et le mec est capable d'y retourner quand il veut pour faire son bordel, en fait, avec les esprits des enfants, en fait, qu'il a lui-même défoncés. Et sa fille, qui est flic, en fait, à aucun moment ne se dit, tiens, il faudrait peut-être que je dénonce un peu mon papa quand même. Enfin, ça, est-ce qu'il y a une logique là-dedans ou pas ? Non. Et dans le jeu, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils répondent pas à la question. Dans les bouquins, ils approfondissent vraiment le personnage de William Afton, qui est un gros psychopathe, qui est à fond sur les lapins, d'où son costume de lapin, qui est un peu fou, quoi. Le film, en faisant de Vanessa sa fille, Vanessa dans le jeu, c'est pas sa fille, hein. Pas du tout, tu vois, se tire une balle monumentale dans le pied. Parce que du coup, ça foire toute la logique du truc. Le fait que ce soit un psychopathe qui a échappé à la police et tout, j'aurais pu l'acheter, moi, si sa fille était pas flic. Mais sa fille est flic et elle connaît les animatroniques. Mais moi, ça me perturbe pas tant que ça. Parce que je me suis dit, c'est son papa, donc elle le protège et il a pas tué de gamin depuis longtemps. Donc voilà. Ouais, elle le protège, elle le plante quand même à la fin, quoi, pour sauver en fait un mec qu'elle connaît depuis 5 jours et avec qui en fait elle traîne de manière extrêmement chelou, parce que visiblement c'est la seule flic de tout le village. Qu'est-ce qu'elle fait de ses journées, cette dame, à part stalker les gens ? On ne sait pas. Donc
Ouais, je sais pas, mais ça m'a pas perturbé outre mesure. Voilà, c'est le truc de l'emprise psychologique de l'aîné. Voilà. Après, est-ce que c'est bien fait le moment où cette emprise se défait? Non. Donc du coup, ça devient stupide. Il aurait peut-être fallu renforcer un petit peu le scénario à ce niveau-là, mais ça m'a pas plus choqué que ça, quoi. Voilà. Et d'ailleurs, la tante, elle meurt et tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et Tout le monde s'en fout. Mike a quand même un happy end, alors que tout le monde est mort autour de lui et que personne n'est présent pour expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'il y a qu'une seule flic et elle est dans le coma maintenant. Et c'est pas que la tante. C'est pas que la tante. Il y a 4 personnes qui meurent dans la putain de pizzeria. On les voit plus. Il y a C'est zéro vraiment. enquête. Personne n'enquête. C'est ça. Il y en a 4 qui se font démonter par les animatroniques. Il y en a une qui s'est coupée en 2 quand même. Ouais. C'est quand même la demi-sœur de Mike, il me semble. Et ça n'a aucun sens. Je trouve ça débile dans le sens c'est drôle, tu vois. Voilà. J'aime bien aussi l'idée que le mec en fait est embauché pour veiller sur un magasin qui n'est plus en activité et que la consigne en fait c'est évite à tout prix qu'il y ait des personnes qui rentrent dedans pour éviter les pillages, le casse, le machin, tout ça. Alors que quand il allume l'électricité du truc, il y a l'enseigne du magasin qui est éclairée en gros. Voilà, le truc il est juste au milieu de nulle part, tu le vois 3 km. Mais surtout fais attention à ce que personne ne rentre dedans quand même. Autre truc pas logique, c'est il y a un gardien de nuit, mais du coup la journée de truc est pas gardée. Et du coup, les méchants ils viennent la journée. Il suffit d'attendre que le gardien de nuit ait fini son service. En fait, c'est complètement stupide. C'est très très vrai. C'est très très vrai. Et du coup, je comprends pas l'argument de la fille quand elle vient le voir et qu'elle lui dit c'est arrivé sous ta garde. Bah non, en fait, j'avais fini mon service. Il suffisait de répondre ça, quoi. Plus on va fouiller, plus on va en trouver. Je propose qu'on passe à l'avis des auditeurs. J'ai filtré. Désolé si vous n'êtes pas dedans. On vous mettra dans un autre film, dans un autre épisode. Hein, vous en faites pas. Mais il y a eu une violence assez folle, donc j'ai quand même filtré les emojis caca et les juste grosses merdes qui sont arrivés. Au moins j'en ai 3 quand même qui sont arrivés en tête tout à l'heure. Enfin, voilà. Mais j'ai bien vu que le film n'a pas beaucoup plu. Mais bon, j'ai quand même essayé de trouver quelques bonnes critiques dans le lot pour nuancer les propos. On commence par Sashiki727 qui dit « Merci de votre courage pour faire la review de cet étron. » Ça donne une bonne idée de ce qui va se passer. RABD Review a dit un truc plutôt positif, des persos attachants, des bons décors et des bons designs d'animatronique. Tout simplement. Et il a raison, je trouve. Oui, puis la petite fille, comment elle s'appelle, Amy? Oui, Abby. Abby, elle est plutôt attachante, cette gamine, en fait, ça passe, quoi. Oui. Elle est dans un film différent, elle vit sa meilleure vie tout le long du film. C'est ses potes, hein. Mais ça va plutôt cool, même si j'avoue que leur construction familiale est un peu bancale. On a mis un petit peu de temps à comprendre que c'était sa sœur, en fait, parce que quand il est petit, il a pas de sœur, donc j'imagine qu'ils l'ont eu après. Enfin bon, bref. Mais ça va, la fratrie est plutôt mignonne. Moi, j'ai pas compris en quelle année on était. Est-ce que c'est moi qui ai pas fait gaffe au début? Il y avait une. On est dans les années 90. Dans les années 90, ouais. Ah, ouais, parce qu'ils ont des téléphones des années 2000. Donc du coup, j'étais là, mais on est quand? Voilà. Le film prend place en avril 2000. D'accord, ok. Voilà. De son côté, Androstob a écrit ce que Blumhouse a fait de pire. Une réalisation médiocre et enfantine sans véritable enjeu. Bon, ils ont fait bien pire que ça. Hein. Choqué qu'Androstob, fan de trucs hyper gore, n'ait pas aimé. Absolument pas. Mathieu, aka Amayon, a envoyé remake raté de Willy's Wonderland. Ce qui me permet enfin de lancer le débat sur ce film de merde. Quoi ? C'est que j'entends pertinemment que le bisseux classique va se tourner vers Willy's Wonderland parce que c'est débile, parce que c'est gore et tout. 2 choses. 1, ce film, il est soudainement réhabilité depuis 2 semaines là, parce que FNAF il marche pas très bien dans le cœur des bisseux. Ça a toujours été de la merde. Nicolas Cage, hot tech, ça n'a jamais été marrant. Oui, si, non, non, c'est trop bien, c'est trop bien, c'est trop bien. Non, c'est trop bien. C'est pas parce que t'as un coussin c'est trop bien. À l'effigie de Nicolas Cage que oui, et il est magnifique ce coussin. Ce film est incroyable, il fait du ménage et il tue des gens. C'est incroyable. Ménage, Nicolas Cage. Je suis désolé. C'est trop bien. C'est un faux nanar, c'est totalement malhonnête. Je comprends que comme il y a un peu plus de gore et de violence, les fans, ils vont peut-être, certains fans d'horreur vont aimer parce que c'est un peu débile et que c'est la soirée pizza idéale.
Moi, je trouve ce genre de film totalement nul. Nicolas Cage, faut arrêter de le mettre dans tous les films en mode oh, il est foufou, c'est Nicolas Cage. Ça ne marche pas depuis des années. Willy's Wonderland est un film de merde aussi. Si, le film avec le cochon, là, j'avais bien aimé. Putain, faut que je le rattrape. C'est un des rares que j'ai pas vu. Oui, autant pour Ça, moi. c'était vraiment bien. Pig est en effet très Ouais. bien. Il a fait Mandy, rappelons-le. Mathieu, c'est quoi? De la merde en branche, voilà. C'est parfait. Enfin voilà, c'est le point Nicolas Cage. J'ai jamais compris ce qui se passe avec Mais lui. parce C'est que devenu un c'est un mème. dieu, c'est un dieu, il est incroyable ce mec. Non, Mélanie, il a fait le chaos. Qui est un Bon, film de il a fait propagande Volte-Face. évangélique. Il a fait Volte-Face. Qu'il a financé. Il a fait Volte-Face. Non, Volte-Face, Ah, mais c'était à il y a l'époque, 30 c'était ans bien. en fait. Oui, C'était c'est il y a ça. 30 ans, On il y a parle 30 du ans, c'était Nicolas vachement Cage bien. actuel. Oui, 30 bah ans, après, 30 il a ans, fait en fait, Willy's c'est fini, hein. Wonderland. Moi, j'aime beaucoup ce film, premier degré. Ah mais c'est ton droit. T'inquiète pas, je te rassure. C'est pas une attaque envers les gens qui aiment ce film. Moi, je dis juste mon opinion parce que je veux la placer quand même. Voilà. Le chaos, Je le comprends que les gens chaos. vont aimer. Je comprends que les gens vont vouloir un film d'animatronique plus gore et que ça va leur plaire. Il y a aussi The Banana Split Movie que moi j'ai bien aimé, qui est Cool. une adaptation, je crois, d'un vieux feuilleton des années 70-80 avec des animatroniques qui était pas du tout horrifique. Et ils l'ont adapté en film, version horreur. Et c'est pas mal ça pour le coup, c'est un petit reco perso. Enfin voilà, Nicolas Cage, arrêtez. Lisa Zvetsky nous a juste envoyé il y a Matthew Lillard, donc Dario a dû aimer. On ne saura pas. Pronostic, il l'aura défoncé. Parce que c'est Dario. Ouais, je pense qu'il aurait pas aimé Dario. Ouais. Non. C'est compliqué hein, de le nourrir, cet enfant. Aurélien Z de Shadows a écrit une belle grosse bouse aux odeurs frelatées de paix putride. Merci Aurélien. La poésie. N'oubliez pas, Ah ouais. n'oubliez pas, vous avez un mois offert sur Shadows avec le code Jumpscare. Bisous. Bisous Aurélien. Le code film de merde. Sur Twitter, la grande entrée a écrit « Blumhouse semble avoir déclaré que le film était à destination quasi unique des joueurs. C'est dire le degré d'irrespect envers les autres spectateurs et les gamers eux-mêmes. Le film est pénible, il ne sait jamais sur quel pied danser, et c'est à peine divertissant. Voilà. » Arnold était très en colère en sortant de la sortie presse. J'ai eu son retour en direct et il m'a dit c'est de la merde. Yes. Let's go. Là, il a mis plus de mots, mais bon. Et ouais, ça a mariné un petit peu là. Az l'épouvantail a juste envoyé un gif de caca. Oh, Voilà. ça va. Arrêtez avec le lexique de C'est marrant le l'étron. caca. Ouais, il y a un truc ce soir. Poisson taciturne a noté, ça ne faisait pas peur du tout, mais ça ne m'a pas empêché de passer un moment très sympa et divertissant. Bah, ce que Voilà. je disais, hein, moi, il y avait, Voilà. moi, je suis allée le voir avec mon paquet de popcorn, j'ai pas passé un moment désagréable. C'était juste Voilà. trop long. Donc, il y en a Trop long. Beaucoup Il y trop en a long. pour tout le monde. Liam de Bruel, il vaut mieux faire comme Josh Hutcherson et dormir devant ce navet que subir sa médiocrité absolue. Tu vois, c'est personnel des fois dans les avis. Lalo Chiffon, le film d'horreur le plus mal écrit depuis l'invention du cinématographe, ce qui est totalement faux. Faut pas non plus abuser, tu Non, vois. c'est là, Le- franchement, ça c'est le- un peu abusé. Je veux dire, rien que cette année, je t'en cite 5 ou 6 des films d'horreur mal écrits, plus mal écrits que FNAF, tu vois. Genre, Le Scream 6, croque-mitaine. déjà. Oui, Croque-Mitaine. Croque-Mitaine. Ouais. Scream 5, c'est pire que Scream 6. Oui, je dis ça en déconnant. Scream 6, j'ai appris à l'apprécier. Scream 5, plus je le vois, moins je l'aime. Ah ouais, moi, Scream 5. Moi, j'ai j'aime envie bien de- Scream 5. Bah. Laissez-moi tranquille. Mais soyons d'accord pour dire qu'au moins on avait le croque-mitaine. Le Ouais, croque-mitaine. c'était pas Le bien. croque-mitaine, Voilà. c'est Le vraiment Déméter aussi, c'était pas bien. Ouais. Faudrait qu'on fasse un podcast bilan horreur, un de ces quatre. Un petit truc. Lucas, après être passé après La Nonne 2 et L'Exorciste, le film passe presque pour un chef-d'œuvre. Un film divertissant mais paresseux, sans grande originalité. Où est Scooby-Doo ? C'est vrai que on n'a pas vu la Nonne 2, donc apparemment c'est pire quoi. Ah ouais, c'est un. Ouais, C'est ça. Et ben, Coupé, hein. moi, je le trouve mieux que le premier. Mais Il est mieux que le disons que premier. c'était pas très dur de faire mieux que le premier. Voilà. Ouais, Il est pas bon le premier, il est pas intéressant. c'était pas très bien. Oui. Mais en fait, c'est une suite oubliable d'un film oublié. Tout le Conjuringverse, de toute façon, c'est fini. Julia de la Rambarde, NPA 18 RPZ,
a écrit « Vu les opinions politiques du créateur de la licence et de sa tendance à refiler du pognon aux pires sociopathes pour financer leur campagne de chiens, je ne dépenserai pas un centime pour son film. » C'est un autre aspect du lore de FNAF. Scott Cawthon est un républicain qui donne de la thune à des candidats républicains. Et il s'est justifié en disant « Je m'excuserai pas, c'est un mec que je veux soutenir. » Voilà, c'est tout. Mais c'est vrai qu'il est très tradi américain, très catholique. Voilà, c'est le classique. Mon fusil, mon SUV, mon... Voilà. Ah bah ça vient de là, justement, le côté débile mental là, du mec en fait qui a des années pour écrire un scénario et qui accouche d'une merde. C'est tout s'explique en fait. Alors, Elixir. Alors ignorons la violence. Le coin du bis @gmail.com pour le SAV de l'émission. Elixis Feslis, incroyable pseudo quand tu comprends le jeu de mots. Fan de l'univers. Ah oui, oui, Elixis, c'est une amie de Melissa Wondervesper qu'on salue au passage parce qu'elle écoute le podcast, qui m'a dit j'ai une pote qui est fan, elle va envoyer son avis, elle a envoyé en effet un beau pavé. Donc Elixis a écrit fan de l'univers depuis FNAF 1 et à fond dans le lore depuis 3-4 ans, j'ai passé un excellent moment devant le film. La direction prise pour le comportement des animatroniques, aka ce sont des enfants, est en phase avec la vision récente dans le fandom. Ce n'est pas un film gore ou terrifiant, mais cela n'est pas particulièrement étonnant quand on voit les derniers jeux, Security Breach, etc. Et même les premiers jeux qui reposent sur de l'ambiance et des jumpscares. Je comprends que certains choix dans les liens familiaux puissent étonner les fans de la série, mais la dynamique entre les persos est bien là. Un Mike présent pour sa famille, un William Afton qui manipule la honte et la culpabilité de sa progéniture, du lore, waf waf le cupcake, des clins d'œil parfaitement intégrés, des acteurs vraiment cool, l'importance des dessins sur les enfants victimes, wink wink les livres, oui c'est vrai qu'il y avait plein de livres FNAF, vraiment je ne voulais rien de plus et j'ai hâte de découvrir la suite. Non mais tant mieux si les fans s'y retrouvent, c'est juste nous on est peut-être passé on est certainement passé Elle a clôturé ses critiques en écrivant dans ton cul Mathieu. Aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà. On finira avec RABD Review qui avait déjà écrit un truc au début de l'avis des auditeurs qui nous a juste envoyé. Mais du coup, c'est quoi le pire film que vous avez fait entre celui-là ou le Book Club Mortel ? Ah mais non, le Book Club Mortel, définitivement. Ouais. Moi aussi, je suis d'accord, le Book Club, parce que je trouve que le Book Club, au moins... je trouve que FNAF, au moins, il y a des plans qui sont pas dégueux. Et du coup, voilà, rien que pour ça, c'est au-dessus du Book Club. Ça non, puis le truc, c'est que FNAF, on le défonce depuis tout à l'heure, mais ce que je disais, c'est que si un enfant de 11-12 ans kiffe voir ce truc-là, bah grand bien lui fasse, en fait, et tant mieux pour lui, et parfait, tu vois. Tandis que le Book Club, je vois vraiment pas qui peut prendre son pied devant, hormis Mylène. Quoi. Alors, on se détend. Je suis pas venue ici pour souffrir. Je suis sûr que dans un an, tout le monde l'a oublié. Alors que le truc de FNAF, là, dans un an, on en reparlera encore. Heureusement ou malheureusement, ça c'est un autre débat, mais voilà. Mylène, droit de réponse ? Bah, déjà, c'est très difficile de comparer les deux. On est sur un film de plateforme qui a pas autant d'ambition que FNAF, qui a pas de lore, qui a pas de public. Bien sûr que Book Club, il est moins bien que FNAF, parce que c'est une petite sucrerie, c'est un petit pain d'épices que tu vas manger. Voilà, c'est sympa, c'est fun. Effectivement, tu l'oublies. Si je voulais faire ma mauvaise foi, je ferais genre que c'est le meilleur film du monde. Non, mais je l'ai bien aimé. Et je ne changerai pas d'avis, Mathieu. Voilà, dans ton cul, Mathieu. Et c'est mes fesses tranquilles, là. Ça, il y a du monde dans ton cul ce soir. Et encore une fois, c'est vrai que t'as raison, Mathieu, c'est une super porte d'entrée pour l'univers. Je pense qu'effectivement, peut-être que si, quand on aura plus de films, quand il y aura peut-être une trilogie, on pourra avoir un regard plus global sur effectivement l'univers. Et même si il est pas parfait, même si je suis très frustrée, même si à la fin je me suis dit qu'est-ce que veut me montrer le film, j'ai très hâte de voir le deuxième. Je pense que je serai insupportable quand le deuxième va sortir, parce qu'il y aura Clapton Davis et je serai trop contente. Et voilà. Ça pose quand même une question, tout ça. On a maintenant 30 épisodes. C'est bien de comparer deux films, mais c'est quoi le pire film qu'on a fait selon vous, en fait ? Massacre à la tronçonneuse. C'est. Non, c'est bon. Non, mais. Suivez-nous sur les réseaux sociaux.
C'est vraiment, c'est le film qui a été le plus désagréable à voir pour moi. Que vraiment, j'ai pas apprécié. Ok. Tu vois, c'était pas une Et belle puis- expérience. Quoi. Ok, d'accord. Non mais c'est valide, hein. Massacre à la tronçonneuse pour toi, Mylène. Ah ouais, je sais pas. C'est vrai que Massacre, on a quand même vachement souffert. J'ai eu du mal à le finir, hein. C'était horrible. C'est vrai qu'on a quand même bien souffert. J'hésite entre Massacre à la tronçonneuse et peut-être Vendredi 13. Alors, mise en contexte pour les nouveaux auditeurs, on parle du remake de Massacre, pas l'original. Oui, heureusement. Donc, Voilà, non mais oui, Le Croque-Mitaine, j'avais oublié le Croque-Mitaine. Ouais. Tellement nul qu'on l'a oublié, mais c'est bien lui le... Ouais. Non, Massacre, Pour moi, c'est le Massacre, pire. on a souffert, Lily et moi, on l'a quand même relancé 3-4 fois. On a fini par écouter du Gérald de Palmas. Désolé, j'ai fait les plus de Palma encore. Non, franchement, non. C'était Massacre. Non, alors que le Croque-Mitaine, on était le voir ensemble et c'est passé, quoi. Voilà, on n'a pas passé un moment atroce au cinéma. Voilà, si t'es pas bien, mais à la fin, on est sorti à peu près satisfaite du spectacle, quoi. Oh putain la vache. Ouais. Des os, pas des os. Ok, des valide, os, hein, des os. Non mais il n'y a pas de être désolé, hein, c'est chacun son avis, on est là pour ça, c'est un podcast, c'est un débat. Amélie, le pire film du podcast. Franchement, le Croque-Mitaine, c'était, je me suis bien ennuyée quand même. Je me suis bien fait chier. Mais Spookies, c'est tellement loin de ce que j'aime bien regarder. Je suis désolée, hein, mais je peux aimer le nanar, tu vois, mais là, Spookies, juste, ça avait aucun sens, je me suis fait chier. Et désolée, hein, mais que les zombies ils proutent, ça suffisait pas. En fait, c'était pas assez fun pour que j'y prenne vraiment du plaisir. Je me suis juste dit, vas-y, c'est quand que ça finit, quoi. Je me suis fait chier. Voilà, désolée. C'est très valide. Un nanar, si tu rentres pas dedans, tu le subis, ça devient infâme. Surtout quand ça pète. Et Mathieu, dis-nous tout. Ah, moi j'aurais dit soit le Book Club, soit le Croque-Mitaine qui était un supplice, soit Spookies parce que encore une fois j'ai mis un petit moment avant de rentrer dedans et après le film il m'a eu quand arrive la scène des zombies là qui se pètent dessus. Peut-être que j'aurais préféré FNAF si les animatronics se lâchaient des caisses dessus là. Enfin peut-être que il manquait un petit peu de fun, un petit peu de prout en fait dans ce film chiant. Voilà. C'est une excellente conclusion à ce podcast. Ça manque de prout, c'est pas ouf, mais c'est pas grave. On va se quitter là pour aujourd'hui. Merci d'écouter le podcast. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Twitter et Instagram. On a aussi un serveur Discord qui est dans la description. N'oubliez pas que vous avez un mois offert sur Shadows avec le code Jumpscare. 5 étoiles Apple Podcast, Spotify. Vous pouvez partager le podcast, c'est le meilleur moyen de nous soutenir aussi. Et on se dit à la semaine prochaine. Salut. Ciao. Salut. Salut.